Bonsoir à tous et à toutes. Soyez les bienvenus à notre 20e épisode de webinaire sur la neutralité carbone. Je suis Donald Zavounou, chargé de projet éducatif à Solar Solutions, une entreprise orientée vers la neutralité carbone et qui offre des services liés à l'énergie solaire. La vision de Solar Solutions est de faciliter la transition énergétique des populations de la sous-région ouest africaine. Solar Solutions a pour mission d'offrir des services liés à l'énergie solaire et de contribuer à l'atteinte de la neutralité carbone, toujours dans la sous-région ouest africaine. Depuis un certain temps, nous organisons des webinaires pour sensibiliser les populations sur les efforts qu'il faut faire pour atteindre la neutralité. C'est donc dans cet objectif que nous nous retrouvons ce soir pour discuter du thème « Impact et atouts des innovations en matière de décarbonation ». Impact et atouts des innovations en matière de décarbonation. Et pour mieux nous entretenir sur le sujet, nous avons le plaisir d'avoir à nos côtés M. Enoch Akpamoli, expert en durabilité environnementale. Il va nous entretenir et sera avec nous à l'occasion de ce webinaire. Bonjour M. Akpamoli, voulez-vous s'il vous plaît vous présenter à nos chers participants? Oui, bonjour Monsieur Donald, je ne sais pas si vous me recevez correctement. Oui, on vous reçoit parfaitement. C'est un plaisir de vous avoir, c'est un plaisir d'être ici, d'être sur cet épisode. Je tiens à remercier Solar Solutions pour cette invitation. Moi, je suis Enoch Akpamoli, je suis le coordinateur du projet RICO 2E. Le RICO 2E, c'est la stratégie de réduction de l'impact carbone et puis de l'optimisation énergétique des MPME béninoises, qui est un projet qui a été lauréat dans le cadre du concours Small Business Champion organisé par l'Organisation mondiale du commerce, la Chambre internationale du commerce et puis le Centre international du commerce. Donc, à travers ce projet, nous avons développé un autre programme intitulé le Green Business Programme, qui est un programme qui accompagne la durabilité environnementale des micro, petites et moyennes entreprises ici au Bénin. Donc, je suis non seulement le coordinateur de ce projet, mais je suis aussi le finaliste ODD 13 de changement climatique dans le cadre du concours, le concours de la Chambre européenne de la technologie. Donc, je suis ici pour partager avec vous quelques éléments liés à ce thème que nous réunit ce soir. Merci beaucoup, M. Rapamoli, pour ce développement et pour cette chaleureuse présentation. Les innovations en matière de décarbonation jouent un rôle crucial dans la lutte contre le changement climatique et la transition vers une économie plus durable. Ces avancées technologiques et stratégiques englobent des domaines tels que les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et bien évidemment les techniques de capture et de stockage du carbone, permettant ainsi de réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre. Les atouts de ces innovations incluent bien évidemment la réduction de l'empreinte carbone, mais aussi la création de nouvelles opportunités économiques, l'amélioration de la sécurité énergétique et la promotion d'un développement plus résilient et plus équitable. Par conséquent, comprendre et intégrer les innovations est essentiel pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, qui est bien évidemment la réduction de l'empreinte carbone. Monsieur Rapamoli, que pouvez-vous nous dire quand vous entendez qu'on souhaite parler du thème impact et atout des innovations en matière de décarbonation? Que pouvez-vous nous dire? Merci beaucoup, Monsieur Donald, pour cette introduction qui est enrichissante. Déjà, je tiens à notifier que le thème qui nous réunit ce soir est un thème très intéressant et qui parle des atouts et impacts en matière de décarbonisation, ce que cela peut apporter en réalité à notre environnement. Aujourd'hui,
nous savons un peu le système, en tout cas, le cadre dans lequel nous évoluons. Et il est très important en tout cas très important de mettre sur pied des actions qui pourront permettre de mitiger un peu les effets du changement climatique. Donc, avant de pouvoir aller dans le vif du sujet, il est important de rappeler quelques clarifications. Déjà, euh, quand on parle de la décarbonisation, c'est-à-dire la réduction des émissions de dioxyde de carbone, est une action essentielle pour combattre le changement climatique. En effet, notre planète subit aujourd'hui des conséquences des émissions de gaz à effet de serre, principalement causées par l'utilisation des combustibles fossiles, comme le pétrole, comme le charbon, comme le gaz. Et pour éviter que les températures continuent d'augmenter, il est crucial de diminuer ces émissions. Les jeunes d'aujourd'hui, je crois bien que nous avons parmi des jeunes aussi, les jeunes d'aujourd'hui sont les décideurs et les leaders de demain. Et c'est pourquoi il est important de sensibiliser tout le monde. Tout le monde, je dis, parce que tout le monde est concerné par les questions liées à la décarbonisation et de pouvoir impliquer tout le monde dès maintenant dans la transition vers une économie plus durable, c'est-à-dire une économie qui respecte mieux l'environnement et qui utilise moins de ressources non renouvelables. Et dans cette transition, les innovations, qu'elles soient technologiques ou stratégiques, jouent un rôle central. Elles nous offrent en principe des moyens nouveaux et efficaces pour réduire notre empreinte carbone, c'est-à-dire l'impact que nous avons sur le climat, tout en créant des opportunités pour une croissance économique plus verte et plus équitable. Donc, je vais pouvoir aller sur mon second slide. Je vais te donner un peu la définition de la décarbonisation. Et l'objectif de notre webinaire ce soir, le but principal, c'est de permettre aux participants de comprendre pourquoi les innovations en matière de décarbonisation sont si importantes. Nous allons explorer l'ensemble des différentes innovations, bien évidemment, qui existent, comme les énergies renouvelables, par exemple l'énergie solaire ou éolienne, les techniques pour économiser l'énergie et les méthodes pour capter et stocker le CO2. En plus de comprendre ces concepts, nous allons discuter des effets positifs, c'est-à-dire les impacts de ces innovations. Par exemple, elles aident à réduire la pollution, à créer de nouveaux emplois dans le secteur vert et à garantir un meilleur avenir pour tous. Et nous verrons aussi les avantages, c'est-à-dire les atouts qu'elles apportent non seulement pour l'environnement, mais aussi pour la société et l'économie. Ce webinaire vise donc à démontrer aux jeunes que nous avons parmi nous comment ils peuvent jouer un rôle actif dans cette transition vers un monde plus durable, en comprenant et en soutenant les innovations en matière de décarbonisation. Je vais à présent maintenant aller sur mon slide suivant qui va essayer de nous donner un peu quelques clarifications. Comme je l'ai dit tantôt, la décarbonisation, c'est un thème un peu technique. C'est un thème un peu technique, mais il est très important pour comprendre comment nous pouvons protéger notre planète. Je vais essayer d'utiliser des thèmes simples pour vous définir la décarbonisation. La décarbonisation signifie
que nous devons réduire les émissions de dioxyde de carbone, c'est-à-dire le CO2, et d'autres gaz qui réchauffent la planète. Ces gaz sont souvent appelés les gaz à effet de serre parce qu'ils emprisonnent la chaleur dans l'atmosphère, un peu comme une couverture qui garde la Terre trop chaude. Ça, c'est une définition de façon très simple. Par exemple, je donne un exemple. Le CO2 est produit lorsque nous brûlons, par exemple, du pétrole, du charbon ou du gaz naturel pour produire de l'énergie ou faire fonctionner, par exemple, nos voitures. La décarbonisation vise à réduire ces émissions en trouvant des alternatives plus propres et en changeant nos habitudes. Pourquoi c'est important de pratiquer la décarbonisation? Aujourd'hui, la décarbonisation est cruciale parce qu'elle nous aide à lutter contre le réchauffement climatique. Actuellement, les scientifiques nous disent que si la température moyenne de la Terre augmente de plus de 1,5 degré Celsius par rapport à ce qu'elles étaient avant que les humains ne commencent à brûler beaucoup de combustibles fossiles, cela pourrait avoir des conséquences très graves. Par exemple, nous pourrions voir plus de catastrophes naturelles comme les tempêtes plus fortes, les sécheresses que nous avons ou bien les inondations. Et pour éviter tout cela, nous devons réduire nos émissions de CO2 et passer à une économie à faible émission de carbone. Cela signifie donc que nous devons trouver, bien évidemment, des moyens de produire de l'énergie, de fabriquer des produits et de vivre notre vie quotidiennement en utilisant moins de carbone. Par exemple, en utilisant plus d'énergie renouvelable comme le soleil ou le vent, en améliorant l'efficacité énergétique ou en adoptant des pratiques plus respectueuses de l'environnement dans l'industrie et dans l'agriculture. Donc, pour résumer un peu, en tout cas, le slide sur lequel nous sommes, la décarbonisation est essentielle pour protéger notre climat. Et elle est aussi une opportunité pour bâtir une économie plus propre et plus durable pour l'avenir. Nous allons maintenant aborder les innovations. Nous allons aborder les innovations dans plusieurs secteurs, que ce soit dans le domaine des énergies renouvelables, que ce soit dans le domaine du transport, que ce soit dans le domaine de la capture des CO2. Nous allons essayer de parler des innovations dans ces différents domaines. Certes, nous n'allons pas aller dans trop de détails parce que le temps ne nous le permet pas, mais je vais essayer de donner quelques innovations par domaine afin que nous puissions voir aujourd'hui quels sont les atouts et les impacts de ces innovations. Comment est-ce que nous, en tant que jeunes, mais en tant qu'institution, mais en tant que MPME ou bien en tant qu'organisation qui sommes intéressés à ces innovations, comment nous pouvons aller vers ces dernières pour contribuer à la réduction des émissions de CO2. Je vais aller sur mon slide suivant et nous allons essayer de parler des innovations dans le domaine des énergies renouvelables. Je tiens à rappeler que les innovations que je vais présenter ici ne sont pas exhaustives. C'est juste des échantillons, des innovations dans le domaine des énergies renouvelables que j'ai essayé de présenter ici, où nous allons aborder leurs impacts et puis leurs atouts. Quand je prends, par exemple, le solaire, nous savons bien que quand on parle des énergies renouvelables, ce sont des sources d'énergie respectueuses de l'environnement. Ce sont des sources respectueuses de l'environnement. Et ces énergies jouent un rôle essentiel dans la décarbonisation, c'est-à-dire la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement climatique. Donc, quand je prends notre première image, c'est-à-dire le solaire, je tiens à rappeler bien évidemment que les énergies renouvelables sont des sources d'énergie
qui se régénèrent naturellement et qui ne s'épuisent pas. Je tiens à mettre un accent dessus parce que nous voulons parler des innovations qui pourront permettre de mitiger en réalité, de réduire la quantité des CO2. Donc, je tiens à rappeler que les énergies renouvelables constituent des sources d'énergie qui se régénèrent naturellement et qui ne s'épuisent pas. Je vais donner des exemples. J'ai essayé de donner des images de ces exemples que je vais citer. Quand je prends par exemple le solaire utilise la lumière du soleil pour produire l'électricité. Quand je prends par exemple l'éolien utilise la force du vent pour produire de l'électricité. Quand je prends l'hydroélectrique, ça utilise la force de l'eau en mouvement, comme les rivières, pour produire de l'électricité. Quand je prends par exemple la géothermique, ça utilise la chaleur provenant de l'intérieur de la Terre pour produire de l'électricité ou chauffer des bâtiments. Je prends maintenant, par exemple, d'autres sources d'énergie que je n'aime pas présenter. Là, nous avons la biomasse. Il s'agit d'utiliser les matières organiques pour produire de la chaleur, de l'électricité ou bien des biocarburants. Il y a d'autres innovations qu'on appelle, par exemple, l'énergie marémotrice, qui est une énergie produite par les marées. Je prends, par exemple, l'énergie des vagues, qui aussi est une énergie produite par le mouvement des vagues à la surface des océans et des mers. Donc, c'est des innovations qu'on peut retrouver dans le domaine de l'énergie renouvelable. Nous avons aussi l'énergie bleue, qui est une énergie osmotique produite par la différence de salinité entre l'eau et la mer et l'eau douce, généralement au niveau des embouchures des rivières. Nous avons par exemple l'hydrogène renouvelable aussi qui constitue une innovation dans le domaine des énergies renouvelables. Donc, ces différentes sources d'énergie renouvelable que je viens de citer ont leurs impacts. Quels sont ces impacts-là? L'impact de ces innovations en matière d'énergie renouvelable, nous avons la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire, en utilisant ces énergies renouvelables, on émet beaucoup moins de gaz à effet de serre comparé aux énergies fossiles comme le charbon ou le pétrole. Donc, cela aide à ralentir le réchauffement climatique. Également, comme impact, nous avons la réduction de la dépendance aux combustions fossiles. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, les énergies fossiles comme le charbon, le pétrole, le gaz naturel sont limitées et polluantes. Les énergies renouvelables offrent une alternative durable qui réduit notre dépendance à ces sources polluantes que je viens de citer précédemment. Et d'autres types d'impacts, nous avons aussi la valorisation des déchets, c'est-à-dire l'utilisation des résidus agricoles ou forestiers permet de réduire les déchets tout en produisant de l'énergie. Maintenant, quels sont ces atouts? Quels sont les atouts de ces énergies renouvelables? Je vais essayer d'en citer quelques-uns. Quand je prends par exemple les énergies renouvelables, sont des sources d'énergie inépuisables. C'est-à-dire, quand je dis sources d'énergie inépuisables, nous avons le soleil, le vent, l'eau et la chaleur terrestre qui sont disponibles en permanence. Donc, contrairement aux combustibles fossiles, nous ne risquons pas de les épuiser. Quand je prends par exemple la biomasse est souvent disponible localement et peut être renouvelée sur des échelles de temps relativement courtes. Elle peut être utilisée par exemple pour produire de l'électricité, de la chaleur ou encore être transformée en biocarburant pour le transport. Bon, je crois bien, je vais essayer de donner l'exemple du Bénin. Par exemple, je sais que le Bénin, il y a des projets qui sont développés pour permettre de faciliter la fabrication de la biomasse, par exemple. Aussi, d'autres atouts que nous pouvons avoir au niveau des secteurs des énergies propres, nous avons la création d'emplois. Je vais aborder cet aspect parce que nous avons parmi nous des jeunes, nous avons parmi nous des structures, des MPME en réalité qui cherchent à créer de la richesse dans une économie durable. Et quand on parle de la création d'emplois, c'est-à-dire il s'agit de développer des énergies renouvelables, que ce soit dans la fabrication, dans l'installation, la maintenance des équipements ou encore la recherche et innovation,
cela contribue à une économie plus verte et plus durable. Je crois bien que Solar Solutions est dans le domaine des énergies solaires et je crois bien que cette Solar Solution contribue à la création d'emplois. Parce que dans ce domaine, par exemple, dans les énergies solaires, dans les panneaux solaires, nous avons des métiers dans le domaine de la fabrication, l'installation, la maintenance de ces équipements, ou bien même l'innovation aussi qu'on peut retrouver. Parce qu'au jour le jour, nous avons des innovations dans le domaine de ces énergies solaires. Je vais maintenant, à présent, passer sur l'efficacité énergétique et technologique. Les innovations que nous avons dans ce domaine. Dans le cadre de la décarbonisation, c'est-à-dire les réductions de gaz à effet de serre, l'efficacité énergétique est un domaine clé et il s'agit de faire en sorte que nous utilisons moins d'énergie pour accomplir les mêmes tâches, tout en préservant le confort et la qualité de vie. Cela est possible grâce à diverses technologies. Et quand on prend par exemple les technologies d'efficacité énergétique, je vais essayer de donner quelques éléments que j'ai caricaturés par des images pour vous montrer un peu. Nous avons aujourd'hui maintenant les bâtiments verts. Et quand on parle de bâtiments verts, ce sont des bâtiments conçus pour consommer moins d'énergie. Par exemple, ils sont bien isolés, utilisent des fenêtres à double vitrage, par exemple, et exploitent la lumière naturelle pour réduire le besoin d'éclairage artificiel. Je crois bien qu'il y a des projets, ceux qui sont dans le domaine de l'humanitaire ou bien tous ceux qui sont aujourd'hui, quand nous faisons la promotion des bâtiments écologiques, donc c'est des opportunités que nous pouvons saisir en réalité pour faire la promotion des bâtiments verts. Nous avons aussi les appareils électroménagers économes en énergie. Et ces appareils consomment moins d'électricité pour fonctionner. Par exemple, je prends aujourd'hui les réfrigérateurs, les machines à laver, les climatiseurs modernes sont conçus pour utiliser moins d'énergie que les anciens modèles. Donc, à ce niveau, nous pouvons aussi investir dans la création, dans l'innovation de ces appareils électroménagers. Ou si nous voulons contribuer à réduire l'émission des gaz à effet de serre, nous devons consommer, par exemple, ces appareils électroménagers qui consomment moins d'énergie. Aussi, c'est une façon de réduire l'impact du changement climatique. Nous avons l'éclairage LED. Aussi, les ampoules LED consomment beaucoup moins d'énergie que les ampoules traditionnelles, tout en fournissant la même quantité de lumière. Donc, elles tuent également plus longtemps. Donc, nous devons aussi adopter l'éclairage LED, faire la sensibilité. Aujourd'hui, il y a tellement d'innovations en la matière et ces ampoules LED sont accessibles à moins de coût. Donc, je crois que nous avons la possibilité d'innover dans ce secteur, comme si nous voulons bien évidemment réduire notre émission de gaz à effet de serre, nous pouvons aussi consommer les éclairages LED. Il y a d'autres technologies que je vais essayer de citer, que je n'ai pas mentionné là. Par exemple, nous avons les systèmes de gestion de l'énergie. Par exemple, nous avons des systèmes qui utilisent les capteurs et des logiciels pour surveiller, contrôler et optimiser la consommation d'énergie. Ça, je crois qu'on les retrouve dans les installations industrielles, dans les entreprises aussi. Nous avons aussi, par exemple, les installations thermiques avancées, par exemple, qui constituent à réduire les pertes de chaleur dans les bâtiments. Vous voyez, ça, c'est des innovations aussi que nous constatons en matière de décarbonisation. Nous avons aussi, par exemple, les mini-réseaux aujourd'hui qu'on trouve un peu partout dans nos localités, qui sont des micro-réseaux dont les systèmes électriques peuvent fonctionner indépendamment ou en conjonction avec le réseau principal. Donc, ils peuvent être intégrés des sources énergie renouvelables comme des technologies de stockage d'énergie. Donc, ça, là aussi, nous le retrouvons un peu. C'est des domaines dans lesquels nous pouvons investir. Maintenant, quels sont les impacts de ces technologies? Quels sont ces impacts? Nous avons comme impact la réduction de la consommation d'énergie. Toutes ces innovations que je viens de citer précédemment, grâce à ces technologies, les maisons, les bureaux et même les industries peuvent accomplir les mêmes tâches en utilisant moins d'énergie. D'autres impacts, c'est que nous avons la réduction des coûts énergétiques. Moins d'énergie utilisée signifie aussi des factures d'électricité moins élevées.
et ce qui permet d'économiser de l'argent. Quand nous prenons par exemple les atouts de cette technologie, nous avons d'abord l'amélioration du confort et de la qualité de vie. Les technologies que je viens de citer ne se contentent pas seulement de réduire la consommation d'énergie, elles améliorent aussi le confort. Par exemple, les bâtiments verts sont souvent plus agréables à vivre, car ils sont mieux ventilés et moins sujets aux variations de température. Quand je prends la réduction de l'empreinte carbone des ménages et des entreprises, ça donne, par exemple, en consommant moins d'énergie, nous réduisons moins nos émissions de gaz à effet de serre et on contribue à lutter contre le changement climatique tout en permettant à chacun, que ce soit à la maison ou au travail, de faire sa part, ce que je viens de citer précédemment. Donc, voilà un peu de façon ramassée ce que je pourrais dire en matière des innovations dans le domaine de l'efficacité énergétique. Nous allons aborder maintenant d'autres innovations qui consistent à faire le captage et le stockage du carbone. Je vais aller sur le slide suivant. Je vais essayer de faire le schéma sur votre écran. Pour dire que le captage et stockage du carbone, souvent abrégé en CSC, est une technologie innovante qui joue un rôle crucial dans la lutte contre le changement climatique. Et cette technologie est particulièrement importante pour les industries lourdes, comme la production de ciment, d'acier ou d'électricité à partir de combustibles fossiles, et qui sont de grandes émettrices de gaz à effet de serre. Qu'est-ce que le CSC? Je vais essayer de le définir sous deux angles. D'abord, le captage du CO2. Le CSC est un ensemble de techniques qui permettent de capturer le dioxyde de carbone, c'est-à-dire le CO2, émis par les usines et les centrales avant qu'il ne puisse entrer dans l'atmosphère. En d'autres termes, au lieu de laisser le CO2 s'échapper dans l'air et contribuer au réchauffement climatique, on le capture directement à la source. Et quand je prends le second aspect, c'est-à-dire le stockage de CO2, une fois capturé, le CO2 est transporté et stocké en toute sécurité dans des endroits où il ne peut pas s'échapper, comme dans des formations rocheuses souterraines profondes. Et cela permet de réduire l'accumulation de CO2 dans l'atmosphère. Quels sont les impacts du CSC? Nous avons la réduction des émissions des industries lourdes. Et là, le CSC permet de capter une grande partie des émissions de CO2 des industries qui sont difficiles à décarboniser, c'est-à-dire qui ont du mal à réduire leurs émissions. Et cela aide ces secteurs à réduire leur impact environnemental. D'autres impacts, c'est que nous avons la contribution à la neutralité carbone. En réduisant les émissions de CO2, le CSC contribue à atteindre l'objectif de neutralité carbone, c'est-à-dire un équilibre entre les émissions de CO2 et leur capture, de manière à ne pas augmenter la quantité totale de CO2 dans l'atmosphère. Maintenant, quels sont les atouts du CSC? Nous avons la participation des secteurs difficiles à décarboniser. Je viens de parler tout à l'heure des secteurs, par exemple la cimenterie, qui constituent des secteurs vraiment difficiles à décarboniser. Donc, certaines industries ont du mal à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre avec leur seule énergie renouvelable. Donc, le CSC leur offre une solution pour participer à la réduction du gaz à effet de serre, même si elles ne peuvent pas complètement éliminer leurs émissions. Parce que c'est des industries qui sont vraiment très difficiles. Également, d'autres atouts, avantages, nous avons les compléments aux énergies renouvelables. Bien que les énergies renouvelables soient essentielles pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, elles ne suffisent pas toujours. Le CSC vient en complément
en aidant à gérer les émissions restantes qui ne peuvent pas être évitées autrement. Voilà un peu les innovations dans le domaine, en réalité, du capture du stockage du CO2, les impacts et puis les atouts. Nous allons passer maintenant à présent sur les innovations dans le domaine du transport. À ce niveau, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Déjà, nous avons les technologies innovantes. Et quand on parle de technologies innovantes, à ce niveau, nous avons les véhicules électriques. Aujourd'hui, c'est vrai que dans la plupart, déjà, on sait qu'en Europe, nous en avons déjà. Aussi également, dans certains pays de l'Afrique, par exemple, je prends même le Kenya, la Côte d'Ivoire, par exemple, nous avons déjà les véhicules électriques et sont des voitures ou bien des voitures oui, qui fonctionnent avec l'électricité au lieu de l'essence ou du diesel. Et ils ne produisent pas de gaz polluants lorsqu'ils roulent, de façon simple. Nous avons les biocarburants. Aujourd'hui, les biocarburants sont des carburants fabriqués à partir de plantes ou de déchets organiques. Ils polluent moins que les carburants classiques. Je crois bien qu'il y a aussi des produits aussi qui se développent un peu partout dans la sous-région africaine pour faire la promotion des biocarburants. Nous avons aujourd'hui comme innovation, nous avons les transports publics aussi qui sont propres. Et ce sont des bus, c'est-à-dire des trains qui utilisent des énergies propres comme l'électricité et les biocarburants au lieu des énergies fossiles. Donc, nous avons ces innovations dans le domaine du transport. Mais quels sont maintenant leurs impacts? Aujourd'hui, nous avons dans ce domaine, dans le domaine de l'innovation des transports, nous avons comme impact la réduction des émissions provenant de ces transports, c'est-à-dire grâce à ces innovations, on émet moins de gaz à effet de serre, comme le CO2 qui réchauffe la planète. Nous avons aussi également la réduction de la pollution de l'air. Et ces technologies permettent de réduire la quantité de fumée et de particules novices dans l'air, surtout dans nos villes. Maintenant, quels sont les atouts en réalité des technologies dans le domaine du transport? Nous avons l'amélioration de la santé publique, car nous savons que moins de pollution de l'air signifie moins de maladies respiratoires et cardiaques chez les habitants. Quand on parle aussi également d'atouts, nous avons la diminution de la dépendance aux combustibles fossiles. C'est-à-dire, nous allons utiliser moins de pétrole et de gaz pour nos déplacements, qui nous rend moins vulnérables aux fluctuations des prix et aide à protéger l'environnement. Donc, voilà un peu les innovations que nous avons dans les différents secteurs, que ce soit dans le domaine de l'énergie renouvelable, dans l'efficacité énergétique, dans le domaine des transports, ou dans le domaine de la capture et du stockage de CO2. Et je vais lui dire que ce n'est pas des innovations. Je n'ai pas donné une liste exhaustive des innovations. Ce n'est que quelques éléments, en tout cas quelques innovations que nous avons, sinon il y a un entraînement. Mais j'ai voulu tirer notre attention sur ces innovations parce que c'est des innovations qui sont en pleine croissance et qui regorgent assez d'opportunités. Et je vais faire ma transition pour parler maintenant des atouts économiques de ces innovations en décarbonisation. Quels sont les atouts économiques que nous avons en matière des innovations en lien avec la décarbonisation? Comme cela apparaît sur mon slide, il faut noter que nous avons la création d'emplois verts. Aujourd'hui, nous faisons la promotion des emplois verts. J'ai eu la grâce de pouvoir mettre sur pied un bulletin qui échange qui donne des informations qui s'enseignent beaucoup plus à la décarbonisation. Je crois que j'aurai l'occasion de partager avec vous les anciennes parutions où j'ai eu à parler des créations d'emplois verts que nous pouvons saisir en matière d'innovation en lien avec la décarbonisation. Donc, nous avons la création d'emplois verts. Les innovations en décarbonisation ne se contentent pas seulement de protéger l'environnement. Elles créent aussi de nouveaux emplois. Par exemple, des personnes peuvent travailler dans les secteurs comme l'énergie propre, comme je viens de le dire. Les gens peuvent décider de travailler dans l'efficacité, et quand on parle de l'efficacité, c'est-à-dire l'isolation des bâtiments, appareils économes en énergie, ou encore la gestion des déchets, le recyclage, le compostage. Ces emplois sont appelés des emplois verts.
et sont en croissance aujourd'hui et offrent de nouvelles perspectives pour les jeunes et les professionnels en reconversion. Donc ça, c'est un atout économique. Un autre atout économique, c'est que nous avons de nouvelles opportunités économiques aujourd'hui. Les innovations en matière de décarbonisation ouvrent la porte à la création de nouvelles industries et de nouveaux marchés. Par exemple, les entreprises peuvent se spécialiser dans la production de véhicules électriques ou bien en tout cas spécialiser dans la production des moteurs électriques ou dans la fabrication de matériaux de construction durable. De plus aussi, ces innovations attirent des investissements verts. Aujourd'hui, si vous êtes une entreprise qui fait la promotion des innovations, c'est que vous allez attirer vers vous des investissements qu'on appelle des investissements verts, c'est-à-dire des fonds destinés à des projets respectueux de l'environnement. Donc, cela stimule l'économie tout en favorisant un développement durable. Un autre atout économique, nous avons la sécurité énergétique. Nous avons la sécurité énergétique, c'est-à-dire un développement des innovations décarbonisées. Un pays, par exemple, peut réduire sa dépendance aux importations de combustibles fossiles comme le pétrole et le gaz, qui peuvent être coûteux et sujets à des fluctuations de prix. Donc, au lieu de cela, il peut utiliser ses propres énergies, ses propres ressources énergétiques, comme le soleil, le vent, mais ce qui renforce son autonomie énergétique. Donc, cela signifie que le pays est moins vulnérable aux crises énergétiques et peut garantir un approvisionnement énergétique stable pour ses citoyens. Donc, voilà un peu les atouts économiques en matière d'innovation liée à la décarbonisation que nous pouvons saisir. Maintenant, je vais parler des défis maintenant et opportunités. Je vais vraiment aller sur cet élément pour faire relever les défis et opportunités pour les jeunes, parce que nous avons les jeunes aussi qui nous suivent aussi. Je voudrais quand même leur montrer quels sont les défis que nous avons quand nous voulons parler des innovations, l'atout et impact des innovations en matière de décarbonisation. Quels sont les défis pour les jeunes et quelles sont les opportunités pour eux. C'est très important. Donc aujourd'hui, quels sont les défis? C'est vrai que je viens de citer les innovations, je viens de citer les atouts, je viens de citer les impacts que nous pouvons exploiter pour monter nos projets, pour saisir les opportunités. Mais il y a des défis aujourd'hui. Et l'un des défis, c'est que nous avons la nécessité, un jeune a la nécessité d'acquérir des compétences techniques et stratégiques. Il ne peut pas se lever pour dire que je vais innover dans tel domaine, mais c'est que il est important d'acquérir des compétences techniques et stratégiques. Et là, les innovations en matière de décarbonisation demandent des compétences spécifiques. Ça demande des compétences spécifiques. Et pour les jeunes, cela signifie qu'il est important de se former dans les domaines techniques, comme l'énergie renouvelable, l'efficacité énergétique, ou bien encore la gestion durable. Et il faut également développer des compétences stratégiques pour comprendre comment ces innovations peuvent être appliquées efficacement. Donc ça, c'est un défi. Certes, nous allons parler des innovations, mais pour pouvoir les saisir, pour pouvoir les exploiter, c'est qu'il faut des compétences. Et ces compétences, ça ne se passe pas des formations. Ça ne se passe pas des développements personnels ou des développements personnels orientés vers ces formations techniques. Un autre défi, c'est qu'il faut s'adapter aux changements rapides dans les secteurs de l'énergie et des technologies. Aujourd'hui, les technologies évoluent très vite. Et cela peut être un défi pour les jeunes qui doivent être capables de suivre ces évolutions. Ils doivent aussi rester informés et être prêts à apprendre en continu pour s'adapter aux nouvelles méthodes et outils qui apparaissent dans les secteurs de l'énergie et des technologies. Donc, voilà un peu les défis. Les opportunités, les innovations, je viens de les citer. Mais en tant que jeune, ou bien je dirais en tant qu'institution, entreprise qui désire aller dans un secteur, il faut de la préparation. Maintenant, quelles sont les opportunités que nous avons? Les opportunités, c'est que devenir des acteurs de changement dans la lutte contre le changement climatique. Les jeunes aujourd'hui ont l'opportunité de jouer un rôle crucial
dans la transition vers un avenir plus durable. Donc, en s'engageant dans des carrières liées aux innovations en décarbonisation, ils peuvent contribuer directement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la lutte contre le changement climatique. Une autre opportunité, c'est qu'il s'agit d'innover, d'entreprendre dans les secteurs verts. C'est une opportunité. L'innovation dans les secteurs verts. Donc, les jeunes peuvent profiter de la croissance des secteurs verts pour innover et créer leur propre entreprise. Donc, que ce soit dans le domaine des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique ou de la gestion des ressources, il existe de nombreuses possibilités pour développer des solutions durables et créer des projets qui ont un impact positif sur l'environnement. Je vais m'en arrêter là. Merci beaucoup pour le temps accordé pour cette présentation. Merci beaucoup, Monsieur Akpamoli, pour ce développement. Il était assez clair, assez constructif. On s'excuse pour le problème technique qu'il y a eu avec la perturbation des sons. Comme le disait Monsieur Akpamoli, le moment est venu pour tous ceux qui sont sur la plateforme de poser directement des questions à Monsieur Akpamoli pour qu'il puisse y répondre. En attendant d'avoir les premières questions, nous rappelons une fois encore que pour intervenir à l'occasion de ce webinaire, vous pouvez le faire de deux façons. La première est qu'après avoir appuyé sur chat, écrire directement votre question ou votre commentaire dans la discussion, ou si vous souhaitez intervenir de façon orale, après avoir appuyé sur chat, bien sûr, appuyez également sur l'émoticône en haut à gauche. Levez la main pour qu'on puisse vous donner la parole. En attendant d'avoir les premières questions, Monsieur Akpamoli, voilà ma première question. Vous avez dit lors de votre développement que l'un des défis majeurs est l'acquisition de compétences professionnelles. D'accord? Que la jeunesse doit avoir. La jeunesse doit donc aller vers des secteurs plus innovants pour révolutionner ces secteurs ou, dans une certaine mesure, améliorer notre cadre de vie. Mais dites-moi, est-ce que c'est vraiment prometteur? Si les jeunes vont dans ce secteur, est-ce qu'ils auront de quoi subvenir à leurs besoins et bien évidemment réussir leur vie? Parce que aller vers un secteur qui est mal connu, est-ce que ça garantit réellement un avenir prospère pour la jeunesse? Oui, merci beaucoup, monsieur Donald, pour votre question. Je vais vous dire que le secteur qui est en pleine expansion aujourd'hui, je dirais que c'est les innovations en matière de décarbonisation. Et malgré les défis que je viens de citer, un jeune qui désire aller dans ce secteur doit premièrement se faire former. Il ne s'agit pas d'aller avec tâtonnement. Si tu veux en faire une carrière, c'est-à-dire tu veux être un innovateur, tu veux t'impliquer dans la recherche et le développement, la première des choses à faire, c'est d'abord se faire former. C'est pour cette raison que je félicite Solar Solutions pour ces initiatives de formation et qui constituent un moyen aux jeunes de savoir quelles sont les innovations aujourd'hui en tout cas que ces jeunes peuvent saisir. Donc, on ne va pas seulement regarder les défis. Pour relever ces défis, il faut passer par la formation. Et quand tu passes par la formation, il faut maintenant procéder à l'affinement, c'est-à-dire il faut procéder maintenant à la mise en pratique de ce que tu as appris. Donc, c'est, comme on le dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Les innovations, comme je le dis, c'est que les technologies évoluent. Donc, au fur et à mesure que les recherches évoluent, les technologies évoluent et les jeunes doivent s'adapter. Donc, pour faire carrière, ce n'est pas un défi, ce n'est pas impossible, c'est possible, mais c'est qu'il faut une préparation pour pouvoir atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Donc, voilà un peu ce que je peux vous dire, hein, monsieur Donald. Merci beaucoup, Monsieur Akpamoli, pour votre développement. Il y a Madame il y a Madame ou Monsieur Youssif Dal, @email, qui a souhaité intervenir.
nous vous donnons la parole. Merci, Monsieur Kidal. Est-ce que vous me recevez? Oui, on vous reçoit parfaitement. Merci pour l'opportunité. Merci aussi à Monsieur Enoch pour cette présentation très informative, de qualité, qui n'a pratiquement rien laissé. J'ai laissé une question dans le chat box par rapport à la stratégie de le CSC dont il a parlé. Est-ce que c'est véritablement mis en pratique au Bénin quand on sait qu'il y a beaucoup d'industries dont il a fait mention et qu'on ne pourra pas mieux saisir l'impact, qu'on ne pourra pas mieux, à qui on ne pourra pas forcément demander facilement de réduire leur production en termes de gaz à effet de serre. Je voudrais savoir, et en plus de cela, quel est le tableau actuel au niveau, à l'échelle nationale, au Bénin, en matière de lutte contre le changement climatique, en matière de renforcement des capacités des jeunes aussi, pour quand même faciliter leur contribution dans ce sens-là. Parce que toutes les innovations dont il a parlé ont un véritable coût et ce n'est pas donné à tout le monde de le saisir, autant pour les entreprises qui souhaitent le faire que pour les jeunes aussi qui souhaitent relayer cette information-là, donner des prestations dans ce domaine-là. Je sais que les centres de formation sont un peu limités. Je parle des centres de formation qui sont surtout certifiés. La dernière chose que j'ai à dire, c'est que je regrette vraiment de constater que nous sommes que 6 depuis le début. C'est maintenant, on est devenu 7 dans la salle. Pour une information, pour un webinaire d'une si grande importance de nos jours, j'aurais souhaité quand même qu'il y ait beaucoup de communication, trouver des voies et moyens pour quand même amener un grand public à participer, parce que participer en ligne, ça pourra se faire sur toute l'étendue du territoire national et bien au-delà. Merci beaucoup, Monsieur Donald. Je remercie le participant qui a posé ces 3 questions, qui a voulu savoir par rapport à la technique de capture de stockage de CO2. Si évidemment les entreprises, en tout cas les entreprises qui sont difficiles à décarboniser, est-ce que effectivement ces entreprises mettent en pratique cette technique? Je peux vous dire que c'est une technique qui est, je ne dirais pas une technique nouvelle, mais c'est une technique qui est en train de se faire approprier maintenant par ces industries qui sont difficiles à être décarbonisées. Donc, du coup, je ne pourrais pas affirmer, quand je prends par exemple notre écosystème, nous n'avons pas, on peut compter du doigt par exemple les industries difficiles à décarboniser. Et ces industries n'ont pas encore, comme je le dis, ont du mal à pouvoir investir parce que ça nécessite des ressources très importantes pour pouvoir développer cette stratégie de décarbonisation. En allant vers ces industries, elles diront que qu'elles ont déjà mis en place certains éléments comme les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique. Mais la technique de capture et puis de stockage de CO2, je peux vous dire que ces industries ont du mal à le faire parce que c'est un investissement très lourd. C'est un investissement très lourd et ça nécessite effectivement qu'ils aient une main forte pour le faire. Donc, je ne peux pas vous garantir maintenant que sur le territoire national, nous avons des industries qui ont développé cette technique de stockage, sauf que nous pouvons peut-être retrouver cette technique similaire au niveau des mangroves que nous essayons par exemple de capturer le CO2 au travers de ces mangroves pour permettre à ce que, au travers de ces mangroves, nous puissions avoir des régénérations pour utiliser maintenant les résidus pour d'autres fins. Donc, c'est une technique similaire, mais pour la technique de stockage en bonne et due forme, quand on parle en réalité des industries, c'est que je ne peux pas vous garantir que ces industries la mettent déjà en pratique. L'autre question que je voudrais répondre, vous avez parlé des jeunes et aussi également les entreprises qui désirent investir, en tout cas qui désirent faire chemin, mais qui désirent investir dans ces innovations ou bien aller vers ces innovations. Est-ce qu'effectivement c'est facile d'accès? Et puis tout. Donc, je peux vous dire que certes, c'est des innovations,
des innovations qui ne nécessitent pas nécessairement, certaines innovations ne nécessitent pas nécessairement des coûts de formation élevés. Par exemple, je prends Solar Solutions, qui est un centre de formation certifié qui donne des opportunités de formation aux jeunes. Et c'est accessible. Je ne pense pas que ce n'est pas M. Donald qui me dira le contraire. Donc, je peux dire que c'est des services qui sont disponibles pour les jeunes et ils pourront les saisir. Moi, je ne dirais pas que c'est toutes les technologies qui sont accessibles parce que d'autres technologies sont en voie de développement. Quand je prends par exemple la production de biomasse et de suite, c'est des technologies qui sont en voie de développement. Je ne pourrais pas dire aux jeunes d'aller nécessairement dans ce domaine, mais de voir les domaines où ils peuvent saisir ces opportunités dès maintenant et aller vers des centres de formation certifiantes pour se faire former, pour pouvoir les déployer plus facilement. Donc, non seulement ça, il y a aussi des projets, des programmes aussi qui financent ces jeunes aujourd'hui, qui financent par ces jeunes qui désirent investir, qui désirent créer de l'emploi vert. Donc, voilà un peu ce que je pourrais dire pour répondre aux deux questions. Je pense qu'il y a une dernière question, je ne sais pas si je me rappelle, mais je ne sais pas si M. Donald peut me rappeler, ou bien l'intervenant peut me rappeler la troisième question. Alors, la question, c'était la situation du Bénin vis-à-vis de la production de gaz à effet de serre. Est-ce que notre pays est un grand producteur de gaz à effet de serre? Quelle est notre position? Ok. Je peux vous dire que déjà, l'Afrique, en principe, est un continent qui émet moins de gaz à effet de serre comparativement aux pays du Nord. Vous voyez? Donc, je peux vous dire que le Bénin, aujourd'hui, quand nous allons faire, je crois bien que la dernière fois où nous avons fait la comptabilisation de gaz à effet de serre au Bénin, cela date déjà de 2015. Actuellement, nous sommes en train de faire en réalité un nouveau bilan. Je crois bien que si vous êtes à l'affût de l'information, ils ont déjà lancé les consultations pour que nous puissions évaluer déjà la quantité d'émissions du CO2. Donc, si je vous donne maintenant des valeurs, maintenant, ça sera des valeurs de 2015, vous voyez, et qui ne sont plus d'actualité. Donc, aujourd'hui, le Bénin est en pleine consultation pour faire l'évaluation des émissions de gaz à effet de serre dans différents secteurs d'activité. Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, le Bénin n'est pas un pays pollueur, oui, c'est pas un pays pollueur, mais vu que nous sommes un pays en voie de développement, il est quand même nécessaire déjà de prendre des actions collectives pour ne pas devenir un pays développé, un pays pollueur. Donc, le Bénin n'est pas un pays pollueur qui émet tellement de gaz à effet de serre. Généralement, l'Afrique n'est pas un continent qui émet tellement de gaz à effet de serre. Vous voyez? Donc, par conséquent, le Bénin aussi n'est pas un pays qui émet tellement de gaz à effet de serre comparativement aux pays européens. Mais toutefois, des actions sont mises en œuvre pour quand même permettre à ce que nous puissions compenser ces émissions-là. Donc, voilà un peu ce que je pourrais dire rapidement. Merci beaucoup, M. Akpamoli. Nous avons M. Adidekon Kodjo Basile qui souhaite intervenir à l'occasion de ce webinaire. M. Kodjo, vous avez la parole. Bonjour, Président Enoch Akpamoli. Merci beaucoup. J'ai reçu assez d'informations. D'entrée en jeu, j'ai laissé une question dans le chat. Par rapport aux objectifs de développement du millénaire. Donc, l'objectif, c'est de réduire de 2 degrés les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2100. Et j'aimerais demander, tout à l'heure, vous aviez posé la question de savoir, vous avez dit que le Bénin a mesuré les effets du changement climatique. Moi, j'ai 2 petites questions. Quels sont les instruments utilisés pour mesurer les effets d'augmentation des gaz à effet de serre? Puisque ces gaz-là n'épargnent personne. Bien vrai, vous avez bien dit que le Bénin n'est pas un pays émetteur de gaz à effet de serre, mais nous avions constaté que de jour en jour,
et notre environnement change, surtout au niveau de l'agriculture, surtout au niveau de l'élevage. La méthane se fait accentuer sur la production risicole, j'allais dire. Donc, quelles sont les politiques que l'État béninois a mises en place pour mesurer les gaz à effet de serre au niveau local, au niveau départemental et au niveau national? Voilà ma question. Et quels sont ces instruments-là? OK. Merci beaucoup, je crois, notre intervenant, pour dire que le Bénin n'est pas un pays émetteur de gaz à effet de serre. Mais cela ne voudra pas dire que le Bénin est en marge des effets du réchauffement climatique. Les pays du Nord émettent plus que les pays du Sud. Et quand les pays du Nord émettent plus que les pays du Sud, le réchauffement climatique affecte, c'est-à-dire quoi? Les émissions émises par les pays du Nord affectent le monde entier. Par ricochet, ça affecte les pays du continent africain. Donc, cela voudra dire que même si vous êtes un pays qui n'est pas un grand émetteur des émissions de gaz à effet de serre, vous êtes quand même affecté par les effets du réchauffement climatique. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. De deux, quand nous venons maintenant au Bénin, quels sont les instruments que l'État utilise pour mesurer les émissions? C'est pour répondre à cette question, c'est pour dire que pour les mesures, l'État a mis en place une stratégie. Ce n'est pas à l'État d'aller dans les contrées pour mesurer les émissions. Ce qui se passe, c'est que nous avons dans notre système des instruments, c'est-à-dire il est mis en place une stratégie qui permet de collecter les émissions que les projets de développement, que les entreprises, que les organisations auraient quantifiées à leur sein. Par exemple, quand je prends un instrument, je donne un exemple terre à terre. Je prends par exemple le Bénin, je prends par exemple le département du littoral. Dans le département du littoral, nous avons des projets, nous avons des entreprises qui ont réalisé leur bilan carbone, c'est-à-dire ils ont réalisé leur bilan carbone pour savoir un peu quelle est la quantité de CO2 qu'elles émettent. L'État lance une consultation pour dire tous les projets ou toutes les organisations qui, à un moment donné, ont réalisé un bilan carbone suivant des méthodologies puissent venir s'inscrire, s'annoncer. Et dans ce processus, les industries, vous allez voir que ça dans le secteur de l'agroalimentaire, dans le secteur de la brasserie, dans le secteur de l'élevage, dans le secteur de l'agriculture, toutes les institutions, tous les projets et programmes qui ont, à un moment donné, utilisé des instruments de mesure comme le bilan carbone ou bien le GHG, ou des instruments qui permettent de mesurer le bilan carbone, je viens de donner le bilan carbone, on les appelle, ils collectent les données et à la fin, on mesure maintenant, on fait l'addition et on comptabilise pour savoir le total d'émissions produites par le Bénin. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas seulement à une institution ou bien, comment on appelle le Bénin, ne se lève pas seulement pour dire je vais mesurer, non. C'est toute une stratégie qui se met en place depuis déjà, comment on appelle, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc, par exemple, cette année-ci, ils ont lancé déjà les consultations pour que déjà dans chaque secteur d'activité, que ce soit au niveau des projets, des programmes, que ce soit au niveau des directions, mais que ce soit au niveau des institutions qui auparavant avaient déjà déposé des agréments pour mesurer des émissions, on leur demande déjà d'apporter les données pour que ces émissions soient comptabilisées. Donc, les politiques que l'État met en place pour mesurer ces émissions, c'est qu'il faut comprendre par là que déjà, la politique n'est pas encore décentralisée. Donc,
certes, il y a des instruments aujourd'hui où l'État a mis en place pour permettre à ce que les données soient retracées. C'est que les données soient retracées. Quand on parle des données, c'est-à-dire que les données de CO2 soient retracées pour qu'à la fin, ça soit facile d'être comptabilisé. Donc, du coup, au niveau local, par exemple, c'est une action, par exemple, qu'on peut initier pour permettre à ce qu'au niveau local, quelles sont déjà les actions mises en place par les mairies, que ce soit les préfectures, que ce soit, par exemple, les ministères, pour qu'à leur niveau, déjà, quelles sont les actions que cette dernière mettent en place. Nous, par exemple, au niveau de Groupe Business, où on a mis en place le projet RICO 2E, c'est un projet, par exemple, qui permet de contribuer à la réduction de l'impact carbone et l'optimisation énergie des industries qui sont dans le domaine agroalimentaire. Au départ, c'était dans les industries agroalimentaires. Donc, du coup, nous, notre projet, on peut avoir à la fin des données qui pourront dire les industries agroalimentaires, pendant telle période, ont comptabilisé telle quantité de CO2. Et par exemple, c'est ces données que l'État va pouvoir centraliser pour faire maintenant l'état final de ces données-là. Donc, voilà un peu ce que je pourrais dire pour répondre un peu à la question de notre intervenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Akpamouli, pour ce développement que vous avez fait. Nous rappelons une fois de plus que pour intervenir à l'occasion de ce webinaire, deux occasions s'offrent à nous. La première consiste à écrire son commentaire dans le chat, dans la discussion, pour qu'on puisse relayer la question à l'antenne ou simplement en appuyant sur l'émoticône en haut à gauche, après avoir appuyé bien évidemment sur chat, pour intervenir de façon orale. Pour compléter ce que M. Akpamouli a dit, je dirais que dans les webinaires passés que nous avions déjà fait, et comme vous le savez sans doute, à la fin de ce webinaire, nous allons mettre l'ensemble du webinaire avec les questions en ligne sur notre page YouTube. Et tous ceux qui n'ont pas pu être des nôtres à l'occasion de ce webinaire pourront profiter des recommandations de M. Akpamouli et bien évidemment pourront laisser leurs questions ou des suggestions d'amélioration de webinaire. Alors, les pays européens, les pays les plus producteurs d'émissions carbone, généralement, ils disposent de ce qu'on appelle des capteurs. Ce sont des capteurs atmosphériques qu'il y a souvent au niveau de l'espace, ou au niveau des grands carrefours, au niveau de certaines agglomérations, qui permet de quantifier la pollution de l'air, par exemple, du sol, des océans, des fleuves et consorts, qui sont un ensemble de données qu'on utilise généralement pour procéder à un calcul global de la production de gaz à effet de serre qu'on fait. Ces capteurs sont également disponibles au niveau des grandes industries, des sociétés pétrolières. Et bien évidemment, il existe des calculs carbone que l'on réalise au niveau de nombreuses entreprises. Par exemple, en faisant par exemple le total de tous ceux qui ont des moyens de déplacement, en vérifiant par exemple comment ils utilisent la carburation, est-ce qu'ils utilisent des carburants verts ou est-ce qu'ils utilisent des dérivés du pétrole. Voilà autant d'innovations qui sont disponibles dans le monde, mais qui ne sont pas pour le moment mises en application au Bénin. Comme M. Akpamouli l'a dit, généralement les calculs carbone que nous avions fait les années précédentes, et c'était basé sur des projets et sur des calculs sectoriels qui ont été faits. Mais nous espérons bien sûr que dans les années à venir, comme cette année, qu'ils prendront en considération des données de capteurs que l'État béninois pourra peut-être mettre à la disposition des populations afin de quantifier réellement les pollutions auxquelles le peuple béninois est soumis. Une question qui est apparue dans le chat que je vais relayer pour M. Akpamouli, c'est quel est l'intitulé de votre page? Alors, l'intitulé de notre page, c'est Sola Solution au pluriel. Sola, S-O-L, Solution avec X au pluriel. Sur la page YouTube, vous verrez webinaire, vous verrez les nombreux webinaires que nous avions faits et bien évidemment les webinaires à venir. Dans 2 ou 3 jours, le présent webinaire, comme je l'ai dit, sera mis en ligne et bien évidemment
les suivants parce que tous les derniers mercredis du mois, nous essayons d'organiser un webinaire afin de sensibiliser la population sur les avantages que révèlent les énergies renouvelables et bien évidemment l'efficacité énergétique. Nous essayons de convier beaucoup de personnes à l'occasion de ce webinaire. Alors, Monsieur Akpamoli, en attendant d'avoir une autre question, avez-vous un mot de fin à l'endroit de tous ces jeunes qui sont sur la plateforme ou qui plus tard vous suivront lorsque le webinaire sera mis sur les réseaux sociaux? Avez-vous un mot de fin à leur endroit? Ok, merci beaucoup, Monsieur Donald. Si j'ai un mot de fin, c'est plutôt, je dirais que j'ai plutôt un appel à l'action. Un appel à l'action. Et mon appel à l'action va se structurer autour de 2 points. Premier, c'est que je veux encourager les jeunes à s'engager dans les initiatives et des projets liés à la décarbonisation. J'invite tous les jeunes à prendre part activement aux projets et initiatives qui visent à réduire les émissions de carbone, que ce soit à travers des études, que ce soit à travers des emplois ou des projets personnels. Chaque action compte pour construire un avenir plus vert. Deuxième point, je veux vraiment inviter les jeunes à rester informés et prendre part au débat sur les enjeux climatiques. Vous savez, il est important de continuer à s'informer sur les enjeux climatiques et puis les solutions disponibles. Participer aux discussions et débats sur ces sujets permet de rester au courant des dernières avancées et de contribuer activement à la lutte contre le changement climatique. Donc, en conclusion, je dirais que chaque étape vers la décarbonisation est une opportunité pour faire une différence positive. Les jeunes, en particulier, ont le pouvoir. Les jeunes, en particulier, ont le pouvoir, je dis bien, ont le pouvoir d'impacter de manière significative cette transition vers un avenir plus durable. Je vais répéter. Nous, les jeunes, nous avons le pouvoir d'impacter de manière significative cette transition vers un avenir plus durable. Merci beaucoup, M. Donald. Merci beaucoup, Monsieur Akpamoli, pour ce chaleureux mot de fin. Nous avons Monsieur Marco Agbata qui souhaite intervenir à l'occasion de ce webinaire. Monsieur Marco Agbata, nous vous écoutons. Oui, mais je voudrais juste savoir quand est-ce que vous mettrez le webinaire en ligne? Alors, merci beaucoup, Monsieur Marco Agbata. Alors, ce que nous ferons, c'est que la vidéo est souvent travaillée au plus 2 jours. Au plus grand tard, mercredi, soit vendredi soir ou lundi matin, ce sera déjà en ligne. J'espère avoir répondu à votre question. Oui, merci. Merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir été des nôtres à l'occasion de ce webinaire. Nous avons Monsieur Youssif Dal qui souhaite partager avec nous un dernier commentaire. Je tiens à vous remercier quand même pour les efforts que vous faites et par rapport à, dans ce secteur-là surtout. Ce n'est pas facile, je le sais. Mes inquiétudes s'adressent surtout à nos populations. Quand on sait que le Bénin est constitué d'une plus grande masse de populations analphabètes qui ne vivent pas dans les milieux citadins, la plupart qui se retrouvent en milieu rural. Et c'est eux qui ont souvent recours à des méthodes les plus anciennes, notamment l'utilisation du bois de chauffage, le bois pour la cuisine
et récemment aussi le charbon dans les milieux ruraux, c'est eux qui sont beaucoup plus aussi concernés dans ce domaine-là. C'est vrai que dans les autres secteurs, les industries, le transport, c'est beaucoup plus en milieu urbain. Mais tel que le communicateur l'a dit, la conjugaison de tous nos efforts doit pouvoir contribuer à une réduction significative des gaz à effet de serre. Maintenant, ma plus grosse inquiétude, c'est comment quand même amener les populations rurales à prendre conscience du danger qui nous guette, des effets véritablement néfastes qu'on ressent sur la planète du changement climatique. On le ressent aussi bien sur les êtres humains que nous sommes, sur les animaux, le bétail que nous avons avec les effets de la sécheresse et tout, et également sur l'environnement. Même sur l'environnement, ça se sent. Quand on voit que au niveau de la végétation, nous constatons des dégâts, c'est énorme. Qu'est-ce que nous pouvons, quelle peut être la contribution de nos organes, de nos institutions vis-à-vis de ces différentes couches de population-là? Donc, ce serait ma dernière question, tout en vous remerciant une fois encore pour les efforts que vous fournissez dans ce domaine-là. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Youssouf, pour cette question. Je vais demander à Monsieur Akpamouli si c'est possible d'y répondre. Ok, merci beaucoup à l'intervenant pour cette question. Bon, je vais répondre à l'intervenant en disant que aujourd'hui, pour lutter efficacement contre les effets du changement climatique, c'est-à-dire tous les acteurs qui sont invités à lutter contre ce changement climatique doivent être en synergie d'action. C'est-à-dire les entreprises, les acteurs qui sont du secteur ne doivent pas aller de façon individuelle. Parce que c'est un domaine. Aujourd'hui, le réchauffement climatique, ce n'est pas une question d'une seule personne, d'un seul acteur, d'un seul État, mais d'un seul continent. Il faut la mutualisation des efforts. Comme il le disait, la mise en commun de nos efforts permettra quand même d'atteindre ces objectifs. Le webinaire passé que nous avions eu a expliqué clairement, grâce à M. Frédéric Debouche, qui était un invité belge qui était avec nous à l'occasion de ce webinaire, a expliqué que les glaciers sont en train de fondre du fait du réchauffement climatique. Et même si les pays occidentaux, européens, américains et consorts produisent plus de gaz à effet de serre, c'est que nous partageons ensemble les conséquences. Rappelons-nous que chez eux, il fait frais. Chez nous, il fait chaud. Donc, si chez eux, il fait frais et qu'ils luttent contre le changement climatique, certes, quelques canicules leur feront du mal, mais chez nous, les canicules ne vont pas nous épargner. J'espère que si nous mettons ensemble nos efforts, si nous travaillons ensemble à soutenir les entreprises, les organisations non gouvernementales qui veulent que nous procédions à un reboisement, par exemple, à l'utilisation de techniques plus saines, en faisant appel à des ingénieurs du génie civil pour construire des résidences plus vertes, en utilisant, je dirais, des appareils plus économes. Nous nous donnons une chance de grandir dans un mode plus sain et de laisser aux générations qui viennent un monde d'une meilleure qualité. Nous sommes donc à la fin de notre 20e épisode de webinaire sur la neutralité carbone et nous remercions très sincèrement tous les intervenants qui étaient avec nous à l'occasion de ce webinaire et en particulier, bien évidemment, M. Enoch Akpamouli pour ces différentes interventions, pour tous ses conseils, pour tout ce qu'il a fait avec nous, afin de mettre
à la disposition de la jeunesse, de mettre à la disposition du peuple béninois, de mettre à la disposition de l'Afrique au grand complet quelques solutions en matière d'atouts et d'innovation liées au secteur des énergies renouvelables et qui nous permettront à nous jeunes de nous garantir un avenir d'une meilleure qualité. Comme nous l'avons dit, le long du développement, vous pouvez retrouver ce webinaire sur notre page YouTube qui est Sola Solutions au pluriel. Et comme vous le verrez dans la discussion, les liens pour avoir accès à nos différentes plateformes ont été partagés, que ce soit Facebook, LinkedIn et Instagram. Mais vous pouvez également nous écrire directement pour être ajouté à notre canal et recevoir l'actualité concernant nos prochains webinaires au plus 229 60 22 94 94. Le plus 229 60 22 94 94 ou nous écrire directement à l'adresse mail marketing@solasolutions au pluriel .africa.com marketing@solasolutions au pluriel .africa.com. Ces informations ont été partagées dans la discussion et nous espérons très sincèrement que vous serez nombreux à être ajoutés au canal des webinaires, à visiter nos différentes chaînes afin de profiter des différents webinaires que nous proposons chaque mois au peuple africain, à la jeunesse béninoise. Merci à tous et à toutes d'avoir été des nôtres et au revoir.